Sous la neige qui tombait comme des larmes gelées, Gissot serrait contre elle un vieux manteau d'enfant, rapiécé mais chargé d'histoire. À 12 ans, elle avait fui Séoul, ses ruelles bruyantes et ses regards accusateurs, pour atterrir dans ce village français où le silence pesait plus lourd encore. Ce manteau, c'était tout ce qui lui restait de sa mère, et la raison pour laquelle on l'avait rejeté. Gissot, né à Séoul, avait grandi dans une famille où l'amour était conditionnel. À l'âge de 8 ans, elle avait osé dire qu'elle aimait les filles, un murmure innocent qui avait fait trembler les murs de sa maison. Sa mère, une femme stricte aux principes ancrés dans la tradition coréenne, avait jeté son manteau d'enfant au feu, criant que Gissot devait brûler cette honte. Mais Gissot, tremblante, avait arraché le manteau des flammes, brûlant ses petites mains pour sauver ce bout de tissu. Ce soir-là, son père, un homme effacé, avait décidé qu'elle serait envoyée en France, chez une tante éloignée qu'elle n'avait jamais rencontrée. Pour ton bien, avait-il dit, mais ses yeux fuyaient les siens. À Saint-Lys, un village niché dans les collines du sud-ouest de la France, Gissot découvrit un autre genre de froid. Les enfants de l'école riaient de son accent, de ses yeux en amande, de ce manteau qu'elle portait malgré sa taille ridicule. La Coréenne au manteau d'enfant la surnommait Gil, cruelle dans leur innocence. La tante, une femme austère qui gérait une petite épicerie, ne lui offrait ni chaleur ni réconfort. « Adapte-toi », répétait-elle, sans jamais demander ce que Gissot ressentait. Seule dans sa chambre, sous un toit qui fuyait, Gissot écrivait des lettres qu'elle n'envoyait jamais, des mots adressés à une mère qui ne répondrait pas. Les années passèrent, et Gissot apprit à survivre. À 16 ans, elle travaillait après l'école dans un café, servant des espressos aux habitués qui l'ignoraient. Elle observait les filles du village, leur rire léger, leurs regards complices, et son cœur battait plus fort pour une lycéenne nommée Élodie. Élodie, avec ses boucles châtaines et son sourire timide, était différente. Elle ne riait pas du manteau de Gissot. Un jour, elle s'était assise à côté d'elle en classe, partageant un crayon cassé comme si c'était un trésor. « Il est beau, ton manteau », avait-elle dit, et Gissot avait rougi, incapable de répondre. Mais aimer Élodie, même en secret, était dangereux. La France rurale des années 2000 n'était pas Séoul, mais elle portait ses propres jugements. Gissot entendait les murmures des adultes, les sermons du prêtre local sur les péchés modernes. Elle se taisait, gardant ses sentiments comme on cache un bijou volé. Pourtant, Élodie semblait comprendre. Lors d'une soirée d'hiver, près d'un feu de camp organisé par l'école, leurs mains s'étaient frôlées. Gissot avait cru que son cœur allait exploser. Élodie avait murmuré « Tu n'es pas seul, tu sais ». Ces mots, simples, avaient planté une graine d'espoir dans l'âme gelée de Gissot. Mais l'espoir est fragile. Un soir, alors que Gissot rentrait du café, elle trouva sa tante en train de fouiller sa chambre. Un carnet, où elle écrivait ses pensées sur Élodie, gisait ouvert sur le lit. « C'est une honte !» cria la tante, brandissant le carnet comme une preuve de crime. Gissot, alors âgée de 17 ans, sentit le sol se dérober. Elle s'enfuit dans la nuit, son manteau d'enfant serré contre elle, courant jusqu'à la rivière gelée qui bordait le village. Là, sous un ciel sans étoiles, elle pleura jusqu'à ce que ses larmes gèlent sur ses joues. Elle songea à tout abandonner, à laisser la rivière l'emporter. Mais quelque chose, peut-être la voix d'Élodie, la retint. À 18 ans, Gissot quitta Saint-Lys pour Toulouse, une ville où elle espérait se perdre et se trouver. Elle s'inscrivit dans une école d'art, payant ses études avec des petits boulots. Elle peignait des toiles sombres, des silhouettes sous la neige, des manteaux d'enfants flottant dans le vent. Ses professeurs voyaient du talent, mais Gissot peignait pour survivre, pour donner un sens à sa douleur. Elle n'avait plus de nouvelles d'Élodie, restée à Saint-Lys. Chaque lettre qu'elle écrivait restait sans réponse, et Gissot se demandait si elle avait rêvé ce moment près du feu. Pourtant, à Toulouse, Gissot commença à s'ouvrir. Elle rencontra d'autres âmes blessées, des jeunes qui, comme elle, avaient été rejetés pour ce qu'ils étaient. Dans un bar discret du quartier Saint-Cyprien, elle participa à sa première réunion d'un groupe de soutien LGBT. Là, pour la première fois, elle prononça à haute voix « Je suis lesbienne ». Les mots étaient lourds, mais ils la libéraient. Elle se fit des amis, des alliés, et peu à peu, elle apprit à aimer celle qu'elle était.
Mais le manteau d'enfant, toujours rangé dans une boîte sous son lit, restait un rappel de ce qu'elle avait perdu. 10 ans plus tard, à 30 ans, Gissot était devenue une artiste reconnue à Toulouse. Ses expositions attiraient des foules, ses toiles parlaient de résilience, d'amour interdit, de rédemption. Mais un jour, un courriel changea tout. C'était une invitation à retourner à Senlis pour une exposition dans l'école où elle avait souffert. Le message venait d'Élodie, désormais professeure dans cette même école. « J'ai vu tes œuvres », écrivait-elle. « Reviens, s'il te plaît. » Gissot sentit son cœur vaciller. Était-ce une chance de guérir ou une nouvelle blessure? Elle prit son manteau d'enfant, le glissa dans son sac et monta dans le train pour Senlis. Le train s'arrêta dans un crissement métallique et Gissot posa un pied hésitant sur le quai de Senlis. L'air était lourd de souvenirs. Chaque flocon de neige semblait murmurer son passé. Elle ajusta son écharpe, le manteau d'enfant plié dans son sac, et marcha vers l'école, le cœur battant comme une vieille blessure. L'école n'avait presque pas changé. Les murs de pierre, les fenêtres givrées, les rires des enfants qui résonnaient dans la cour, tout était là, comme un écho de son adolescence. Gissot entra, ses bottes laissant des traces humides sur le sol. Élodie l'attendait dans le hall, plus belle encore que dans ses souvenirs. Ses boucles châtaines étaient plus courtes, ses yeux toujours aussi doux, mais marqués par une maturité nouvelle. « Gissot », dit-elle simplement, et ce mot suffit à faire trembler les murs que Gissot avait bâtis autour de son cœur. Elles s'assirent dans une salle de classe vide, entourée de dessins d'enfants accrochés au mur. Élodie expliqua qu'elle avait organisé cette exposition pour donner une voix aux artistes locaux, mais surtout pour inviter Gissot. « Tes toiles m'ont bouleversé », avoua-t-elle, les joues rosies par l'émotion. « Elles parlent de nous, n'est-ce pas ?» Gissot baissa les yeux, incapable de répondre. Les années avaient creusé un fossé entre elles, mais ce regard, ce sourire, rallumait une flamme qu'elle croyait éteinte. L'exposition eut lieu le soir même, dans la salle des fêtes du village. Les habitants, curieux, se pressaient pour voir les toiles de la Coréenne au manteau d'enfant, devenue une artiste. Gissot avait apporté une œuvre spéciale, une toile qu'elle n'avait jamais montrée, un manteau d'enfant flottant au-dessus d'une rivière gelée, entouré de flocons de neige qui semblaient danser. Les villageois murmuraient, impressionnés, mais Gissot ne voyait qu'Élodie, debout au fond de la salle, les larmes aux yeux. Après l'exposition, elles marchèrent ensemble dans les rues enneigées. Élodie raconta sa vie. Elle était restée à Senlis, avait étudié pour devenir enseignante et vivait seule, n'ayant jamais trouvé le courage de parler de son propre cœur. « J'ai toujours pensé à toi », murmura-t-elle, arrêtant Gissot sous un lampadaire. « Mais j'avais peur. Peur de ce village, de moi-même. » Gissot sentit une colère ancienne remonter, mais aussi une tendresse qu'elle ne pouvait nier. Elle sortit le manteau d'enfant de son sac et le tendit à Élodie. « C'est tout ce que j'ai sauvé de mon passé. Veux-tu le garder, cette fois ?» Élodie prit le manteau, ses doigts effleurant ceux de Gissot. Elles restèrent silencieuses, la neige tombant autour d'elles comme un rideau. Ce moment, fragile et précieux, semblait suspendre le temps. Mais le lendemain, la réalité rattrapa Gissot. Des murmures circulaient dans le village. Certains habitants, apprenant qu'elle était lesbienne, critiquaient son exposition. « Elle vient imposer ses idées modernes », disait-il. Gissot sentit l'ancienne douleur revenir, celle du rejet, des regards qui jugent. Pourtant, Élodie refusa de se taire. Lors d'une réunion à l'école, elle prit la parole devant les parents, sa voix tremblante mais ferme. « Gissot est une artiste, mais surtout une personne. Elle mérite le respect, pas vos jugements. » Ces mots, simples mais courageux, firent taire la salle. Gissot, qui écoutait depuis le couloir, sentit des larmes couler. Pour la première fois, quelqu'un se battait pour elle. Les jours suivants, Gissot et Élodie passèrent plus de temps ensemble. Elle parlait des années perdues, des rêves qu'elle n'avait pas osé poursuivre. Élodie avoua qu'elle avait aimé Gissot à l'époque, mais que la peur l'avait paralysée. Gissot, elle, raconta les nuits à Toulouse, les toiles peintes pour exorciser sa solitude. Chaque conversation les rapprochait, mais Gissot sentait une ombre planer. Senlis n'était pas prête à accepter leur amour.
Un soir, alors qu'elle dînait dans le petit appartement d'Élodie, un coup à la porte brisa l'intimité. C'était le prêtre du village, un homme âgé aux yeux sévères. Il avait entendu les rumeurs et venait parler à Élodie. « Ce que vous faites est un péché, » dit-il, ignorant Gissot. Élodie, tremblante, le fixa droit dans les yeux. « L'amour n'est pas un péché. Votre jugement, peut-être. » Le prêtre partit, mais ces mots laissèrent une marque. Gissot comprit que rester à Senlis serait un combat, pour elle comme pour Élodie. Elles décidèrent de partir pour Toulouse, où Gissot pourrait montrer à Élodie son monde, un monde où elle pourrait être elle-même. Mais avant de quitter le village, Gissot voulut laisser une trace. Elle organisa un atelier à l'école, apprenant aux enfants à peindre leurs émotions. Elle leur parla de résilience, de courage, sans jamais mentionner son propre passé. Les enfants, fascinés, peignaient des arcs-en-ciel, des maisons, des cœurs. Une petite fille, timide, offrit à Gissot un dessin d'un manteau d'enfant. « C'est pour vous, » dit-elle. Gissot, ému, le garda précieusement. Le départ pour Toulouse marqua un nouveau chapitre. Dans l'appartement de Gissot, entourés de toiles et de lumière, elles osèrent enfin s'aimer. Mais Senlis restait dans leur cœur, un lieu de douleur mais aussi de rédemption. Gissot savait qu'elle reviendrait, non pas pour se cacher, mais pour changer les choses. À Toulouse, Gissot et Élodie trouvèrent un refuge, mais pas la paix. La ville, vibrante et ouverte, leur offrait un espace pour respirer, mais les ombres de Senlis les suivaient. Gissot peignait avec une intensité nouvelle, ses toiles mêlant les couleurs vives de l'amour et les teintes sombres du passé. Élodie, elle, découvrait un monde qu'elle n'avait jamais osé imaginer, fait de liberté mais aussi de lutte. Leur premier mois ensemble fut un mélange de joie et de peur. Elles se promenaient main dans la main le long de la Garonne, leur rire défiant les regards curieux. Mais parfois, la nuit, Gissot se réveillait en sursaut, hanté par les cris de sa mère ou les moqueries des enfants de Senlis. Élodie, elle, luttait avec sa propre culpabilité, celle d'avoir laissé Gissot partir seul, des années plus tôt. « J'aurais dû te suivre », murmurait-elle, blottie contre elle. Gissot caressait ses cheveux, répondant « Tu es là maintenant ». Pourtant, le passé ne se laissait pas oublier. Un jour, Gissot reçut une lettre de sa tante, toujours à Senlis. Elle était malade, écrivait-elle, et demandait à Gissot de revenir. « Je veux te parler avant qu'il ne soit trop tard. » Gissot hésita. Cette femme, qu'il avait accueillie sans amour, méritait-elle son pardon? Élodie, sentant son trouble, lui prit la main. « Allons-y ensemble. Tu n'as plus à affronter ça seule. » Le retour à Senlis fut un choc. La tante, alitée, était méconnaissable, son visage marqué par la maladie. Elle tendit une main tremblante à Gissot et, pour la première fois, s'excusa. « J'avais tort. Je ne savais pas comment t'aimer. » Ces mots, si simples, brisèrent quelque chose en Gissot. Elle pleura, non pas de tristesse, mais de soulagement. Elle pardonna, non pas pour sa tante, mais pour elle-même. Ce voyage raviva aussi leur désir de changer Senlis. Élodie, inspirée par les groupes de soutien que Gissot fréquentait à Toulouse, proposa d'organiser une journée de sensibilisation à l'école. Gissot, d'abord réticente, accepta. Elles travaillèrent ensemble, créant des affiches, préparant des ateliers sur l'acceptation et la diversité. Les enfants étaient curieux, posant des questions innocentes qui faisaient sourire Gissot. Mais les adultes, eux, étaient divisés. Certains soutenaient l'initiative, d'autres la voyaient comme une provocation. Le jour de l'événement, la tension était palpable. Des parents hostiles s'étaient rassemblés devant l'école, brandissant des pancartes. « Protégez nos enfants !» criait-il. Gissot, debout à l'entrée, sentit son cœur se serrer. Élodie, à ses côtés, lui murmura « On continue. » Pour eux. Elles entrèrent, et l'atelier commença. Les enfants, insensibles aux cris dehors, riaient et dessinaient. Une petite fille, la même qui avait offert un dessin à Gissot, s'approcha et dit « Je veux être comme vous deux. » Courageuse. Mais la situation dégénéra. Une pierre brisa une fenêtre, faisant hurler les enfants.
Gissot et Élodie les protégèrent, les guidant vers une salle sécurisée. Dehors, la foule s'agitait, menée par un groupe d'hommes du village, dont le fils du prêtre. Élodie, tremblante de rage, sortit pour leur faire face. « Vous avez peur de quoi? De l'amour » cria-t-elle. Gissot la rejoignit, son manteau d'enfant dans les mains, comme un bouclier. « Ce manteau, c'est tout ce que j'ai gardé de ma mère. Vous ne me prendrez pas ma dignité. » La foule se tut, déconcertée. Une femme, une ancienne camarade de classe de Gissot, s'avança. « Elle a raison. On a tous nos blessures. Laissez-les tranquilles. » Peu à peu, d'autres voix se joignirent à elle, des parents, des enseignants, des habitants qui avaient vu l'étoile de Gissot, entendu son histoire. La foule se dispersa, laissant Gissot et Élodie épuisées mais victorieuses. Ce soir-là, elles s'assirent près de la rivière, là où Gissot avait failli abandonner des années plus tôt. « On a gagné une bataille, pas la guerre, » dit Élodie. Gissot sourit, posant sa tête sur son épaule. « Mais on la gagnera. Ensemble. » Elles décidèrent de rester à Senlis, au moins un temps, pour continuer leur combat. Gissot peignit une nouvelle toile, un manteau d'enfant entouré de mains tendues, symbole d'espoir et d'unité. Leur amour grandissait, mais il n'était pas sans obstacles. Les jugements persistaient, et Gissot recevait parfois des lettres anonymes, pleines de haine. Élodie, elle, luttait pour garder son poste à l'école, certains parents exigeant son renvoi. Mais elle tenait bon, soutenue par une communauté grandissante d'alliés. Gissot commença à enseigner l'art bénévolement, offrant aux enfants un espace pour s'exprimer. Élodie, de son côté, créa un club de lecture, où elle glissait des histoires de diversité et d'acceptation. L'hiver suivant, Senlis changea. Lentement, mais sûrement, les mentalités évoluaient. Gissot et Élodie devinrent des figures discrètes mais influentes, prouvant que l'amour pouvait transformer un village. Mais un nouveau défi les attendait, un défi qui allait tester leur courage et leur amour comme jamais auparavant. L'hiver 2024 à Senlis fut le plus rude depuis des décennies. La neige recouvrait les toits, bloquait les routes et plongeait le village dans un silence oppressant. Gissot et Élodie, désormais installés dans une petite maison à la lisière du village, affrontaient non seulement le froid, mais aussi une tempête plus sournoise, la rumeur. Une pétition circulait, demandant le départ d'Élodie de l'école. « Une enseignante qui vit dans le péché ne peut pas éduquer nos enfants », clamait-elle. Gissot, en lisant les mots haineux, sentit une vieille blessure se rouvrir. Mais elles ne baissèrent pas les bras. Gissot, inspiré par les enfants qu'elle avait rencontrés, lança un projet audacieux, transformer l'école en un refuge pour les habitants touchés par la tempête. Avec Élodie, elles organisèrent des collectes de vêtements, de couvertures et de nourriture. Gissot donna son propre manteau, celui qu'elle portait encore parfois, celui de son enfance. « Il a gardé mon cœur au chaud », dit-elle aux enfants. « Maintenant, il peut réchauffer quelqu'un d'autre. » Leur initiative attira l'attention. Des habitants, d'abord réticents, commencèrent à aider. Une vieille femme, Madame Dubois, qui avait jadis critiqué Gissot, apporta des tricots faits main. « J'ai été dure », admit-elle. « Mais vous ne l'êtes pas », ces mots touchèrent Gissot plus qu'elle ne l'aurait cru. Peu à peu, l'école devint un symbole d'unité. Les enfants, guidés par Élodie, décoraient les murs de dessins, transformant le lieu en un havre de chaleur. Mais la pétition gagnait du terrain. Lors d'une réunion municipale, le maire, un homme pragmatique mais influencé par les voix conservatrices, annonça qu'il envisagerait le renvoi d'Élodie. Gissot, présente dans la salle, se leva, tremblante. « Vous parlez de péché, mais où est le vôtre? Refusez l'aide à ceux qui en ont besoin, rejetez ceux qui aiment différemment, c'est ça, votre morale ?» Sa voix, claire et ferme, fit taire l'assemblée. Élodie, les larmes aux yeux, la rejoignit. « Je reste. Pour les enfants. Pour nous. » Leur courage inspira d'autres. Une jeune femme, Camille, qui avait grandi à Senlis et caché son homosexualité pendant des années, prit la parole. « J'ai vécu dans la peur à cause de vous tous. Gissot et Élodie m'ont montré qu'on peut être soi-même. » D'autres voix s'élevèrent, des adolescents, des parents,
même le fils du prêtre, qui avoua avoir douté de son propre père. La pétition fut abandonnée, et Élodie garda son poste. Mais le triomphe fut de courte durée. Une nuit, leur maison fut vandalisée. Des insultes homophobes étaient peintes sur les murs, et une fenêtre brisée laissait entrer le vent glacé. Gissault, en nettoyant les dégâts, sentit la colère monter. « Pourquoi est-ce si dur ?» murmura-t-elle. Élodie, serrant sa main, répondit « Parce que ça vaut la peine. » Elles décidèrent de répondre par l'amour, pas par la haine. Gissault organisa une exposition publique, en plein air, sous la neige. Ces toiles, exposées dans la cour de l'école, racontaient leur histoire, le rejet, l'amour, la résilience. Les habitants vinrent, certains par curiosité, d'autres par soutien. Une vieille toile, celle du manteau d'enfant flottant sur la rivière, trônait au centre. Gissault prit la parole. « Ce manteau, c'est mon passé. Mais c'est aussi un symbole. On peut tous porter nos blessures et en faire quelque chose de beau. » L'exposition changea Senlis. Les habitants, touchés par l'histoire de Gissault, commencèrent à parler, à écouter. Des familles se réconcilièrent, des secrets furent partagés. Élodie et Gissault devinrent des figures d'espoir, non pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles étaient humaines. Elles continuèrent leur travail, transformant l'école en un centre communautaire où chacun pouvait trouver du réconfort. Mais un nouveau défi apparut. Une adolescente, Léa, une élève d'Élodie, vint les voir en larmes. Elle était lesbienne, disait-elle, et ses parents l'avaient mise à la porte. Gissault et Élodie, sans hésiter, l'accueillirent chez elle. Léa devint comme une petite sœur, et son courage donna à Gissault une idée. Créer un refuge permanent pour les jeunes LGBT rejetés par leur famille. Avec Élodie, elles commencèrent à chercher des fonds, à mobiliser la communauté. L'hiver s'acheva, mais leur combat continuait. Gissault peignait, Élodie enseignait, et ensemble, elles bâtissaient un avenir où personne ne serait rejeté pour un manteau d'enfant ou pour qui ils aimaient. Leur maison, autrefois vandalisée, devint un lieu de rassemblement où les rires remplaçaient les insultes. Senlis, lentement, apprenait à aimer. Le printemps arriva à Senlis, mais pour Gissault et Élodie, il portait encore les frissons de l'hiver. Leur maison, désormais un refuge pour Léa et d'autres jeunes en quête d'acceptation, débordait de vie. Les murs, repeints après le vandalisme, étaient ornés de dessins d'enfants et de toiles de Gissault, chacune racontant une histoire de lutte et d'espoir. Pourtant, leur projet de refuge permanent rencontrait des obstacles. Les fonds manquaient, et certains habitants, bien que moins hostiles, restaient réticents à soutenir une cause qu'ils ne comprenaient pas. Gissault, déterminée, décida d'utiliser son art pour lever des fonds. Elle organisa une vente aux enchères à Toulouse, où ses toiles seraient vendues au profit du refuge. Élodie, de son côté, mobilisa ses collègues enseignants et des associations locales. Leur travail d'équipe, forgé par des années de lutte commune, était une force. Mais la veille de l'événement, une nouvelle secousse ébranla leur monde. Une lettre anonyme, glissée sous leur porte, menaçait de tout détruire si elle persistait. Gissault, habituée à la peur, refusa de céder. « Ils veulent nous faire taire, dit-elle à Élodie, mais ils ne savent pas à quel point nous sommes fortes. » Élodie, plus pragmatique, insista pour renforcer la sécurité de la maison et signaler la menace à la police. Mais au fond, elle savait que leur véritable arme était leur communauté grandissante. Léa, désormais plus confiante, les aida à préparer l'événement, rédigeant des discours et décorant la salle. La vente aux enchères fut un succès inattendu. Les toiles de Gissault, empreintes de son passé coréen et de sa vie à Senlis, touchèrent les cœurs. Une œuvre, représentant deux silhouettes sous la neige tenant un manteau d'enfant, fut vendue à un collectionneur pour une somme record. Les fonds récoltés permirent d'acheter une vieille bâtisse à la périphérie de Senlis, qu'elle transformerait en refuge. Lors de la soirée, Gissault prit la parole, sa voix tremblante mais puissante. « Ce refuge, c'est pour tous ceux qui ont été rejetés, comme je l'ai été. Pour qu'aucun enfant ne se sente seul. » De retour à Senlis, elles commencèrent les travaux. Les habitants, touchés par l'élan de solidarité, se joignirent à elles. Des menuisiers bénévoles réparaient les planchers,
des retraités apportaient des meubles, et même le maire, autrefois hésitant, offrit une subvention. Mais les menaces persistaient. Une nuit, des pneus de leur voiture furent crevés, et des graffitis apparurent sur la bâtisse. Gissot, en nettoyant les insultes, sentit la rage monter. Élodie, toujours à ses côtés, murmura « Ils ont peur du changement. Mais le changement, c'est nous. » Léa, inspirée par leur courage, décida de partager son histoire. Lors d'une réunion communautaire, elle raconta son rejet par ses parents, sa peur, et comment Gissot et Élodie lui avaient redonné espoir. Sa voix, celle d'une adolescente de 16 ans, fit taire les sceptiques. Une mère, en larmes, s'approcha pour s'excuser. Son fils était gai, et elle n'avait pas su l'accepter. Cette confession ouvrit la voie à d'autres, et Saint-Lys commença à guérir. Le refuge, nommé l'Hiver partagé, ouvrit ses portes à l'automne. Il accueillait des jeunes de toute la région, offrant un toit, des repas et un espace pour être soi. Gissot et Élodie y travaillaient sans relâche, mais leur amour restait leur force. Elles se promenaient parfois près de la rivière, là où Gissot avait jadis pleuré, et riaient de leurs rêves d'avenir. Un jour, on se mariera ici, dit Élodie, un soir étoilé. Gissot sourit, serrant sa main. Et tout le village sera invité. Mais la paix était fragile. Un soir, alors qu'elles rentraient au refuge, elles trouvèrent la porte fracturée. À l'intérieur, des toiles de Gissot étaient déchirées, et un message haineux était peint sur le mur. « Partez ou payez ». Gissot, tremblante, ramassa les morceaux de ses œuvres. Élodie, en colère, appela la police, mais Gissot savait que la solution ne viendrait pas d'eux. Elle décida de répondre à sa manière, avec une nouvelle exposition, directement dans le refuge, pour montrer que la haine ne gagnerait pas. L'exposition, intitulée « Les manteaux d'hiver », attira des foules inattendues. Gissot avait peint de nouvelles toiles, chacune dédiée à un jeune du refuge, racontant leur histoire. Léa, émue, pleura en voyant la sienne, une silhouette tenant un arc-en-ciel sous la neige. Les habitants de Saint-Lys, touchés, commencèrent à changer. Même le prêtre, autrefois si dur, vint voir l'exposition. Il ne dit rien, mais son silence était un aveu. L'hiver revint, et avec lui, un nouveau défi. Une tempête de neige isola Saint-Lys, et le refuge devint le cœur du village. Gissot et Élodie ouvrirent ses portes à tous, offrant chaleur et nourriture. Les habitants, jadis divisés, se réunirent sous un même toit, partageant des histoires et des rires. Gissot, en regardant cette scène, sentit que son manteau d'enfant avait enfin trouvé sa place. Non pas sur ses épaules, mais dans les cœurs de ceux qu'elle avait aidés. L'hiver partagé devint plus qu'un refuge. Il devint le pouls de Saint-Lys. Gissot et Élodie, épuisés mais déterminés, accueillaient chaque jour de nouveaux visages. Des adolescents rejetés, des parents cherchant à comprendre, des habitants curieux de ce lieu où l'amour défiait la haine. Mais les menaces persistaient, plus discrètes mais toujours présentes. Des lettres anonymes, des regards hostiles dans les rues, des murmures lors des messes du dimanche. Gissot, habitué à la douleur, peignait pour exorciser sa peur. Élodie, elle, enseignait avec une passion nouvelle, convaincue que l'éducation pouvait tout changer. Un matin, alors qu'elle préparait le refuge pour une nouvelle tempête, Léa arriva en courant, essoufflée. « Ils savent qui c'est », dit-elle, brandissant un téléphone. Un adolescent du refuge, Hugo, avait reconnu l'écriture d'une des lettres anonymes. Elle venait de son propre père, un homme influent du village. Gissot et Élodie se regardèrent, conscientes du danger. Confronter cet homme, c'était risquer une escalade. Mais se taire, c'était accepter la peur. Elles décidèrent d'agir. Avec Hugo, elles organisèrent une rencontre publique dans la salle des fêtes, invitant tout le village. Le père d'Hugo, un homme robuste nommé Pierre, arriva, le visage fermé. Gissot prit la parole, tenant une des lettres menaçantes. « Nous voulons la paix, pas la guerre. Mais nous ne pouvons pas construire un avenir si vous cherchez à nous détruire. » Pierre, acculé, tenta de nier, mais Hugo s'avança, les larmes aux yeux. « Papa, pourquoi ? Je suis ton fils. » Le silence qui suivit était assourdissant.
Pierre quitta la salle, mais ses mots restèrent, « Vous détruisez nos valeurs. » Gissot, blessé mais résolu, répondit, « Nos valeurs, c'est l'amour, pas la haine. » Cette nuit-là, elle peignit une toile immense, représentant un village sous la neige, où chaque maison brillait d'une lumière différente. Elle l'accrocha dans le refuge, un symbole de ce qu'elle voulait bâtir. Les semaines suivantes, Pierre changea. Touché par les mots de son fils, il commença à aider au refuge, d'abord discrètement, puis ouvertement. Il répara des fenêtres, apporta du bois, et un jour, s'excusa auprès de Gissot. « J'avais tort. J'avais peur. » Ce pardon, inattendu, renforça la détermination de Gissot et Élodie. Elle savait que chaque pas comptait, même les plus petits. Le refuge prospéra. Les jeunes qui y vivaient trouvaient non seulement un toit, mais une famille. Léa, désormais confiante, parlait de devenir avocate pour défendre les droits des autres. Hugo, soutenu par son père, s'épanouissait dans la musique, jouant du piano lors des soirées du refuge. Gissot et Élodie, au cœur de ce changement, sentaient leur amour grandir, plus fort que jamais. Mais un dernier défi les attendait. Une association conservatrice, venue de Toulouse, lança une campagne contre le refuge, accusant Gissot et Élodie de corrompre la jeunesse. Des articles de presse, des pétitions en ligne, et même une manifestation devant la mairie mirent leur projet en péril. Gissot, épuisé, songea à abandonner. « Peut-être qu'on demande trop », murmura-t-elle une nuit, blottie contre Élodie. Mais Élodie, inflexible, répondit « On ne demande pas trop. On demande ce qui est juste. » Elles décidèrent de riposter, non pas avec colère, mais avec vérité. Gissot organisa une exposition nationale, invitant des médias, des artistes et des activistes. Ces toiles, accompagnées des histoires des jeunes du refuge, firent la une des journaux. Élodie, de son côté, écrivit une lettre ouverte, publiée dans un quotidien régional, racontant leur parcours et celui de Senlis. « Nous ne voulons pas diviser, » écrivait-elle. « Nous voulons unir. » La campagne contre elle s'essouffla. Les habitants de Senlis, fiers de leur refuge, se mobilisèrent. Lors d'une manifestation de soutien, des centaines de personnes, jeunes et vieux, marchèrent avec des pancartes « L'hiver partagé, c'est nous tous ». Gissot et Élodie, main dans la main, regardaient cette foule émue. Leur rêve, né d'un manteau d'enfant et d'un amour interdit, prenait vie. L'hiver suivant, le refuge était plein. Des jeunes de toute la France venaient chercher un abri, une écoute, un avenir. Gissot peignait toujours, Élodie enseignait toujours, mais ensemble, elles avaient offert plus qu'un refuge, elles avaient offert un foyer. Senlis, autrefois un lieu de rejet, était devenu un symbole d'espoir, un village où l'amour, sous toutes ses formes, pouvait s'épanouir. L'hiver partagé était devenu une légende à Senlis, un phare dans la tempête pour ceux qui cherchaient un refuge. Gissot et Élodie, désormais figures incontournables du village, avaient transformé leur douleur en un héritage d'amour. Mais leur histoire, comme toutes les grandes histoires, n'était pas sans un dernier acte, un moment où tout ce qu'elles avaient bâti serait mis à l'épreuve. Un soir de décembre, alors que la neige tombait doucement, Gissot reçut un appel de Séoul. C'était son père, qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans. Sa voix, tremblante, portait une nouvelle inattendue. Sa mère était malade, et elle voulait voir Gissot une dernière fois. Elle a changé, dit-il, mais Gissot doutait. Le manteau d'enfant, qu'elle avait donné au refuge, semblait soudain peser sur son cœur. Élodie, sentant son trouble, lui prit la main. « On ira ensemble. » Le voyage à Séoul fut un retour dans le passé. Les rues, bruyantes et familières, ravivèrent des souvenirs douloureux. Gissot, accompagné d'Élodie, retrouva sa mère dans un hôpital austère. La femme, autrefois si dure, était frêle, ses yeux pleins de regrets. « J'ai eu tort, » murmura-t-elle, prenant la main de Gissot. « J'avais peur pour toi, mais je t'ai fait du mal. » Ces mots, longtemps espérés, libérèrent Gissot. Elle pleura, non pas de tristesse, mais de paix. Élodie, silencieuse, serra son épaule, un roc dans la tempête. De retour à Senlis, Gissot peignit une dernière toile,
la plus belle de sa carrière. Elle représentait un manteau d'enfant, non plus seul, mais entouré d'un village enneigé, où chaque maison brillait d'une lumière chaude. Cette toile, exposée dans le refuge, devint un symbole. Les jeunes y voyaient leur propre histoire, les habitants y voyaient leur rédemption. Un an plus tard, Gissot et Élodie se marièrent dans la cour de l'école, sous un ciel d'hiver clair. Tout le village était là, même ceux qui les avaient jadis rejetés. Léa, désormais étudiante en droit, porta les alliances. Hugo joua une mélodie au piano, et Pierre, son père, pleura en silence. Le maire, souriant, prononça un discours sur le courage et l'amour. Gissot, dans une robe simple, tenait la main d'Élodie, qui rayonnait. « On a offert l'hiver à cette ville », murmura Gissot. Élodie répondit, « Et la ville nous a offert un foyer ». L'hiver partagé continua de grandir. Des refuges similaires ouvrirent dans d'autres villes, inspirés par leur histoire. Gissot devint une artiste internationalement reconnue, mais elle ne quitta jamais Senlis. Élodie, toujours enseignante, forma des générations d'enfants à l'acceptation. Ensemble, elles écrivirent un livre, Le manteau d'hiver, racontant leur parcours, celui d'une Coréenne rejetée pour un manteau d'enfant et d'une Française qui avait appris à aimer sans peur. Des années plus tard, une jeune fille, arrivée au refuge après avoir été chassée de chez elle, trouva le vieux manteau d'enfant, exposé dans une vitrine. Elle lut l'histoire de Gissot et Élodie et comprit qu'elle n'était pas seule. Ce manteau, symbole d'un rejet douloureux, était devenu un étendard d'espoir. Senlis, grâce à elle, avait offert l'hiver entier à ceux qui en avaient besoin. Un hiver de chaleur, d'amour et de rédemption.